L'horloge posée sur la cheminée du salon de thé Bluebell hésitait entre deux tic-tac. Dehors, la lumière de l'après-midi à St. Mary Mead était aussi fine que du miel dilué, se répandant sur les trottoirs où des dames chaussées de chaussures confortables comparaient des chrysanthèmes. À l'intérieur, l'air sentait le gâteau éponge et la retenue tranquille. C'était mardi, ce qui signifiait que le cercle de bridge avait réquisitionné la table du coin et que la femme du vicaire avait revendiqué l'autorité morale sur les scones. Mademoiselle Marple, tricotant quelque chose qui pouvait être une manche ou peut-être une philosophie entière, écoutait le monde murmurer poliment autour d'elle. Elle savait que l'équilibre du village n'était jamais aussi calme qu'il n'y paraissait. Sous chaque civilité coulait un courant constant de curiosité, et aujourd'hui, ce courant commençait à s'agiter. C'était tout à fait inconvenant, j'ose le dire, murmura Madame Price Ridley en coupant son gâteau aux fruits, comme si elle pratiquait une petite intervention chirurgicale. L'invité à nouveau au manoir, lui parmi tous les autres, après ce qui s'est passé auparavant. Il y eut un léger temps d'attente, comme un souffle retenu avant une confession. « Oh, mais bien sûr, » dit Madame Clement avec sa douceur habituelle. « Cela fait des années que cette affaire est terminée. Les gens changent. »« Pas ceux qui achètent le silence, » rétorqua Madame Price Ridley. « Il est du genre à confondre pardon et oubli. » Les aiguilles de Mademoiselle Marple s'arrêtèrent en plein clic. Aucun nom n'avait été mentionné, ce qui signifiait, bien sûr, que tout le monde le connaissait déjà. Le cinquième invité. La phrase flottait dans le salon de thé comme un courant d'air indésirable, tacite mais palpable. À l'extérieur, le manoir se dressait derrière ses hauts murs de briques, le lierre voilant ses fenêtres comme des ragots devenus tangibles. On disait que le colonel Faversham avait rouvert les lieux pour un petit dîner. 4 vieux amis et une personne qui n'était ni un ami ni un souvenir agréable. Aucune invitation n'était parvenue au village dans son ensemble, mais à St. Mary Mead, les secrets se propageaient plus vite que le courrier. Lorsque l'horloge de l'église sonna 4 heures, les spéculations allaient bon train. Le colonel s'était-il senti seul depuis le décès de sa femme? Était-il vrai que le 5e invité avait autrefois courtisé sa défunte épouse? Ou s'agissait-il d'argent, de cet héritage dont tout le monde prétendait ne pas parler, mais dont tout le monde connaissait pourtant les détails? Mademoiselle Marple but une gorgée de thé, dont la température était devenue légèrement accusatrice. « Il est remarquable, » murmura-t-elle, de voir à quel point le sens de l'hospitalité peut entrer en conflit avec le sens de la justice. Madame Clement lui lança un regard surpris. « Vous ne voulez pas dire... »« Rien du tout, ma chère, » répondit Mademoiselle Marple en reprenant son tricot. « Seulement qu'une invitation lancée sans pardon, c'est un peu comme une porte ouverte sur un courant d'air. Ce soir-là, alors que le crépuscule pressait ses doigts mauves contre le village, les lumières du manoir de Faversham s'allumèrent une à une. Le dîner avait commencé. 5 invités, selon le cuisinier qui avait été vu en train d'acheter 2 fois plus de crème que d'habitude. 5 chaises, selon le livreur qui avait apporté des fleurs et à qui on avait demandé de ne pas s'attarder. À 9 heures, la pluie avait commencé à tomber, fine, persistante et impartiale. Mademoiselle Marple était assise près de la fenêtre de son cottage, Old Vicarage Cottage, écoutant le bruit de la pluie qui tombait sur l'allée de son jardin. Elle pensait, sans méchanceté, que la pluie avait le même don que le remords. Elle rendait visite à tout le monde à tour de rôle, sans distinction de culpabilité. Quelque part, au-delà des haies, une voiture passa, puis une autre. La nuit semblait s'étirer, comme un tissu trop tendu. Puis, au loin, ou peut-être pas si loin, retentit l'écho aigu et irrégulier de quelque chose qui se brisait. Un verre, une voix. Le silence suivit, assez long pour que le village reprenne son souffle, puis retienne son souffle dans l'étonnement.
À 9h10, une femme de chambre franchit en courant la porte du commissariat, sa casquette de travers, le visage couleur de cire de bougie. « Il y a eu, haleta-t-elle, un mort au manoir. » À 10h, la rumeur avait atteint le salon de thé Bluebell, désormais plongé dans l'obscurité, mais où résonnaient encore faiblement les conversations de tout à l'heure. À 10h30, Madame Price Ridley était certaine qu'il s'agissait du 5e invité. Justice poétique, bien sûr, tandis que la femme du vicaire priait pour que ce ne soit personne. À 11h, Mademoiselle Marple éteignit sa lampe, plia soigneusement son tricot et regarda une fois de plus les fenêtres lointaines et trempées de pluie du manoir. « 5 invités, se dit-elle doucement, mais la mort ne se contente jamais de respecter le plan de table. L'horloge reprit son tic-tac, lent et précis, comme pour marquer le début de quelque chose d'inévitable. La pluie continuait de tambouriner patiemment contre les vitres, le genre de pluie qui efface la différence entre les ragots et le chagrin. Le lendemain matin, St. Mary Mead arborait sa curiosité comme un châle humide. Tout le monde s'y accrochait fermement, sans admettre le froid qu'il procurait. À 8h30, l'histoire avait déjà dépassé la vérité. Elle avait commencé par le cri affolé de la femme de chambre et s'était répandue avec la tournée du lait, accumulant les détails comme une bavure accumule la laine. Certains disaient que le colonel Faversham lui-même avait été retrouvé affalé sur son porto. D'autres juraient que c'était l'invité arrivé en dernier, l'homme dont l'invitation avait fait sourciller tout le village. Quelques-uns murmuraient même qu'il s'agissait d'un empoisonnement, ce qui était à la fois commode et respectable. Miss Marple se déplaçait tranquillement au milieu de tout cela, son châle soigneusement épinglé, son parapluie servant davantage de ponctuation que d'abri. Elle n'échangea qu'un mot ou deux à la poste, mais ses yeux, doux, bleus et calmes, recueillirent les fragments que les autres laissaient échapper sans y penser. « C'est terrible, » dit Madame Price Ridley, déjà postée à côté de la balance. « C'est tellement tragique. » Bien sûr, c'était tout à fait prévisible. On ne rouvre pas de vieilles blessures sans saigner un peu. Derrière le comptoir, Mademoiselle Hartnell se pencha en avant. Mais était-ce vraiment lui, l'invité dont tout le monde mettait en garde? On dit que son verre a été retrouvé intact, ce qui doit signifier quelque chose. Cela signifie, dit doucement Mademoiselle Marple, que quelqu'un voulait donner l'impression d'être modéré. Les deux femmes se tournèrent vers elle, surprises, mais elle se contenta de sourire. Ce sourire faible et impénétrable qui ne contredisait jamais, n'approuvait jamais, tout à fait. De l'autre côté de la place, l'agent Reeves était posté à la porte du manoir de Faversham. L'allée de gravier, encore marquée par des traces de pneus, avait l'air solennel d'une scène attendant sa prochaine représentation. Derrière la porte, les rideaux étaient tirés, et le seul signe de vie était un mouvement fugace près de la fenêtre de la salle à manger. Une ombre qui passait et repassait, comme si elle faisait les 100 pas en réfléchissant. Mademoiselle Marple s'attarda là plus longtemps qu'elle ne l'avait prévu. Elle connaissait le colonel Faversham de la manière douce dont on connaît une figure locale, par sa façon de soulever son chapeau devant les dames, sa présence ponctuelle aux offices du dimanche et son indignation annuelle face aux taxes ecclésiastiques. C'était un homme d'habitude, et comme la plupart des hommes d'habitude, il n'était pas préparé aux surprises. « Bonjour, mademoiselle Marple », lança Reeves, la pluie ruisselant du bord de sa casquette. « Mieux vaut rester à l'écart. L'inspecteur Lake est venu de Much Benham. Il dit que ce n'est pas pour satisfaire la curiosité du public. »« En effet, » répondit-elle. « Mais j'imagine que c'est pour donner une leçon de morale, comme c'est souvent le cas dans les événements les plus malheureux. » Reeves fronça les sourcils, ne sachant pas si c'était une plaisanterie. Elle s'éloigna avant qu'il ne trouve une réponse. Chez le marchand de fruits et légumes, Madame Clément et Mademoiselle Weatherby étaient plongées dans des calculs spéculatifs. Elles parlaient à voix basse, comme celles qui confondent
discrétion et volume sonore. 5 à table, disait Madame Clement, et seulement 4 encore en vie. Cela fait 20% de mortalité en une soirée. Plutôt élevé, vous ne trouvez pas? Mademoiselle Weatherby renifla. Cela dépend du menu. Ils ont mangé du canard à l'orange, un plat réputé pour ses os. Mademoiselle Marple paya ses pommes sans faire de commentaires. Pourtant, en retournant dans la rue, elle remarqua l'ironie du sort qui avait permis à la mort de redonner au manoir son ancienne notoriété. Autrefois symbole du déclin de la noblesse, il brillait désormais derrière les cordons de police comme une lanterne morale, preuve que l'argent, les bonnes manières et les méfaits continuaient de cohabiter. À midi, la pluie avait diminué, mais les discussions continuaient. Mademoiselle Marple rentra chez elle et trouva un mot sous sa porte, le papier maculé par la précipitation. Il provenait de Madame Clement. L'inspecteur Lake a demandé à vous voir au presbytère. Il s'agit de ce que vous avez peut-être entendu hier soir. Mademoiselle Marple lut le mot souligné, avec un léger amusement. Les gens pensaient toujours qu'elle entendait des choses, alors qu'en réalité, elle se contentait d'écouter attentivement. Au presbytère, l'inspecteur Lake se révéla être un homme maigre et buriné, dont les yeux avaient le regard fatigué de quelqu'un qui est obligé de distinguer la vérité de son sosie mieux habillé. Il se leva lorsque mademoiselle Marple entra, une courtoisie qui traduisait à la fois la suspicion et le respect. « Mademoiselle Marple, dit-il, merci d'être venue. Je crois comprendre que vous habitez non loin du manoir. Assez près pour entendre la pluie, inspecteur. Rien de plus compromettant. » Il sourit faiblement. « Je suppose que vous connaissez la plupart des membres du cercle Faversham. »« Oh, tout le monde connaît tout le monde à St. Mary Mead, » répondit-elle. « Mais pas toujours comme ils le croient. » Il l'étudia, sentant peut-être que cette simple phrase contenait plus d'informations que tout ce qu'il pourrait obtenir avec un mandat. « Le colonel Faversham est vivant, » dit-il enfin. « C'est Monsieur Lionel Groves qui est mort, le 5e invité. » Voilà, c'était enfin dit clairement. La pièce sembla absorber ce nom, comme un tissu imprégné de teinture. « C'est très triste, » murmura mademoiselle Marple. Même si certaines morts surviennent bien avant d'être reconnues. Lake fronça les sourcils. « Vous le connaissiez ? » ?»« Je l'ai rencontré une fois, » répondit-elle. « Lors d'une vente aux enchères caritatives, il y a des années. Il avait une façon de faire des enchères, comme s'il achetait la gratitude des gens. Certains trouvaient cela charmant, d'autres, moins. » L'inspecteur tapota son carnet. « Empoisonné, » dit-il sans dramatiser. Quelque chose a été glissé dans son café après le dîner. Toutes les tasses étaient identiques, mais la sienne était la seule qui n'avait pas été finie. Une idée ? Seulement que la culpabilité et l'innocence partagent souvent la même porcelaine, dit doucement mademoiselle Marple. La tasse était-elle peut-être la plus proche du siège de l'hôtesse ? Lake leva les yeux, l'air vif. « Comment avez-vous ? » ?»« C'est généralement le cas, » dit-elle simplement. Il la regarda avec l'expression d'un homme qui réalise que l'information arrive parfois sous le couvert de la coïncidence. « Vous m'excuserez si je préfère m'en tenir aux preuves. »« Oh, tout à fait, » acquiesça-t-elle. « Les preuves sont tellement réconfortantes, jusqu'à ce qu'elles indiquent de la mauvaise direction. Quand elle quitta le presbytère, le soleil avait percé les nuages. La rue sentait la terre humide et les spéculations tacites. Près de la poste, une fille avec un panier de livraison s'arrêta pour demander « Est-ce vrai, mademoiselle Marple ? Est-ce qu'ils disent que ce n'était peut-être pas un meurtre ?» Mademoiselle Marple ajusta ses gants. « Oh, ma chère, ils disent toujours cela. Les gens préfèrent que les accidents soient nets et les motifs invisibles. Cela leur évite d'avoir à s'interroger sur eux-mêmes. » Au coin de la ruelle, elle hésita. À travers le portail ouvert du manoir, elle pouvait voir le policier toujours en faction.
La silhouette d'une femme apparut brièvement à la fenêtre de l'étage. La compagne de Madame Faversham, peut-être, ou l'une des invitées. Le rideau bougea, puis s'immobilisa, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Le regard de Mademoiselle Marple se posa sur un petit objet brillant, à moitié enfoui dans le gravier près de la haie. Un bouton de manchette en argent, ovale, discret, gravé de la lettre G. Elle nota soigneusement son emplacement, puis le laissa où il était. Parfois, pensait-elle, la vérité se cachait mieux lorsque tout le monde était déjà certain de l'avoir trouvée. La cloche de l'église se mit à sonner pour les vêpres, lentement et de manière contemplative, comme si elle mesurait le chagrin à chaque coup. Mademoiselle Marple rentra chez elle sous ses cloches, un léger sourire revenant sur ses lèvres. À St. Mary Mead, la pluie n'avait rien nettoyé, elle avait simplement rendu tout plus brillant. L'air de ce soir-là avait le calme particulier qui suit les événements, un silence trop délibéré pour être paisible. Après le thé, Mademoiselle Marple s'assit à nouveau près de sa fenêtre, le bouton de manchette en argent occupant ses pensées comme une virgule mal placée. Elle n'en avait parlé à personne. Il y a des découvertes qui se fanent lorsqu'elles sont exposées trop tôt à la lumière du jour. De l'autre côté de la ruelle, la lueur des lanternes vacillait autour du manoir, tandis que la police poursuivait son travail. Des pas allaient et venaient sur le gravier, nets et déterminés. Dans un petit village, chaque bruit prend une signification morale. Même le cliquetis des bottes pouvait suggérer qu'un jugement était en préparation. Au matin, l'inspecteur Lake avait imposé son ordre méthodique à St. Mary Mead, exploit que peu de vicaires et aucun mari n'avait jamais réussi. Sa présence transformait la curiosité en obéissance, ou du moins en apparence d'obéissance. Des avis étaient affichés, des déclarations recueillies, des alibis répétés avec une précision théâtrale. Mademoiselle Marple observait les événements avec son mélange habituel de respect et de doute. La loi, réfléchissait-elle, était un peu comme un chemin de jardin bien tracé, ordonné, symétrique et menant rarement à des endroits inattendus. La nature humaine, en revanche, préférait escalader la haie. Au poste de police, la première série d'interrogatoires était en cours. Le colonel Faversham était assis bien droit sur sa chaise, le visage pâle, l'indignation contenue. « Je vous le dis, Lake, je ne peux pas imaginer comment cela a pu arriver. » Lionel était de très bonne humeur. Nous avions fini de dîner. Canard rôti, café après, et puis, tout à coup, il était parti. Il s'est effondré avant que quiconque ait pu se lever. Le crayon de l'inspecteur Lake s'arrêta. « Vous dites que tout le monde a bu du café ?» ?»« Oui, sauf que la tasse de Lionel était à moitié pleine. Il se plaignait qu'il avait un goût amer. »« Qui l'a servi ?» Faversham hésita. La pose d'un homme habitué à déléguer la responsabilité à ses subordonnés. « Ma gouvernante, Madame Sims, je crois, mais ma nièce Émilie a peut-être apporté le plateau. Elle est très attentive. » Mademoiselle Marple, assise discrètement au fond de la pièce sous prétexte d'apporter les lunettes de Madame Sims, laissa son regard se poser sur les bottes cirées du colonel. De la boue collait encore à l'une des semelles, ce qui était curieux étant donné que la pluie incessante avait nettoyé tous les chemins. Lake griffonna. Et où étaient assis les autres? Lionel était en face de moi. Madame Templeton, la veuve de Little Compton, était assise à côté de lui. Puis ma nièce Emily et le jeune docteur Harrow, notre médecin local. Il a été appelé immédiatement, bien sûr, mais il n'y avait rien à faire. Monsieur Groves avait-il des ennemis parmi vous? Le visage de Faversham rougit. Des ennemis? Dans ma maison? Certainement pas. Nous étions tous des gens civilisés. Mademoiselle Marple pensa en son fort intérieur que la civilité n'était autre que l'art de dissimuler son hostilité sous des couverts en argent. Madame Sims était la suivante, une femme corpulente dont la conscience semblait faite pour l'endurance.
J'ai servi le café comme d'habitude, monsieur. 3 cuillères dans la cafetière, pas plus. Mais c'est mademoiselle Emily qui a apporté les tasses. Elle a dit qu'elle voulait aider. Lake leva les yeux. Les a-t-elle distribuées elle-même? Oh oui, c'est une fille adorable, mais au cœur tendre. Elle donnerait son dernier sou si elle pensait que quelqu'un en avait besoin. Les aiguilles de mademoiselle Marple cliquetaient faiblement dans son sac. Elle savait que la générosité camouflait souvent le désespoir. Plus tard, dans l'allée du jardin, Émilie Faversham attendait sous le lilas, tordant ses gants. « Je sais ce que ça peut donner », dit-elle à voix basse lorsque mademoiselle Marple passa. Tante Sims oublie à quel point les gens parlent facilement. Je n'ai porté le plateau que parce que je ne supportais pas de rester assise là, après le dîner. Lionel avait été tellement désagréable. Désagréable? Il a fait une remarque sur les finances de mon oncle. Quelque chose à propos du domaine qui ne tiendrait pas une génération de plus. Il disait toujours ce genre de choses, de petites cruautés enrobées de rire. Mademoiselle Marple observa son visage, pâle, finement dessiné, les yeux trop prompts à détourner le regard. « Et pourtant, vous l'avez invité ?» Émilie hésita. « C'est mon oncle qui l'a fait. Mais je pense qu'il attendait peut-être quelque chose de Lionel. Ils avaient fait des affaires ensemble, il y a des années, quelque chose en rapport avec des actions avant la guerre. Cela s'était mal terminé, mais mon oncle disait que les hommes oublient ces choses-là. « Vraiment ?» demanda doucement mademoiselle Marple. « Je pense plutôt que les hommes s'en souviennent, mais différemment. » Une cloche sonna dans la maison, rappelant Émilie. La jeune fille s'éloigna rapidement, laissant derrière elle un léger parfum de lilas et de nervosité. Mademoiselle Marple s'attarda un instant, le regard posé à nouveau sur le gravier. Le bouton de manchette avait disparu. À sa place, il ne restait qu'une légère empreinte, remplie d'eau de pluie qui reflétait la lumière du matin comme un œil poli. À midi, la femme du vicaire avait organisé un déjeuner tranquille, au cours duquel tout le village réussit, grâce à un effort héroïque, à ne parler que du meurtre. Chaque invité commença par présenter ses condoléances et termina par des conjectures. Madame Price Ridley était certaine qu'il s'agissait d'un suicide. Les hommes comme lui ont toujours des dettes. Mademoiselle Hartnell insistait sur le fait qu'il s'agissait d'un accident. Il a probablement confondu le sucrier. Et Madame Clement croyait qu'il s'agissait d'une punition divine pour son orgueil, ce qui excusait commodément tout besoin de preuves. Mademoiselle Marple contribua peu, mais elle écouta avec l'attention de quelqu'un qui sait que la vérité s'échappe souvent sous le couvert de la certitude. Ce qui l'intéressait le plus, ce n'était pas l'histoire racontée, mais le ton de ceux qui la racontaient. La culpabilité avait de nombreux dialectes. La peur n'en avait qu'un. Cet après-midi-là, une petite note arriva de l'inspecteur Lake, lui demandant de se présenter à nouveau. Elle le trouva assis à la table du presbytère, une carte du manoir étalée devant lui. « J'ai confirmé la disposition des sièges, » dit-il. Groves était directement en face du colonel, comme il l'avait déclaré. Mais la position de Madame Templeton me trouble. Elle prétend avoir été la plus proche du plateau à café, mais aucun des autres ne l'a vue lever la main vers celui-ci. Elle n'en avait peut-être pas besoin, dit doucement mademoiselle Marple. Les personnes habituées à attirer l'attention y parviennent souvent sans rien faire. Il fronça les sourcils. Vous pensez qu'elle ment? Je pense qu'elle est habituée à ce qu'on la croie. Lake se pencha en arrière, l'observant. Vous avez le don de faire passer l'innocence pour une accusation. Ce n'est pas un don, répondit-elle en se levant. Juste l'habitude de vivre assez longtemps pour voir les masques que les gens choisissent de porter. En sortant, elle passa devant le mur du cimetière, où les jonquilles se courbaient sous le vent. La respectabilité, songea-t-elle, ressemblait beaucoup à ces fleurs. Toutes les têtes se balançaient dans le même sens.
jusqu'à ce que l'une d'elles rompe le rythme. Au crépuscule, alors qu'elle rentrait chez elle, elle remarqua des empreintes de pas fraîches près de son portail. Elles étaient larges, délibérées et menaient vers sa porte. Elles avaient disparu lorsqu'elle arriva sous le porche, mais une légère trace de boue était restée collée au paillasson, de la même couleur que celle sur les bottes du colonel Faversham. Elle resta immobile un instant, réfléchissant. À St. Mary Mead, les visiteurs laissaient rarement une impression lorsqu'ils venaient. La question était simplement de savoir s'ils en avaient l'intention. Sa lampe vacilla et, dans la lumière changeante, les aiguilles à tricoter sur sa table projetaient deux ombres qui se croisaient comme des barres. Au loin, une horloge se mit à sonner. L'écho de l'horloge semblait s'attarder, sa sonnerie se dissolvant dans le silence du salon de Mademoiselle Marple. La lumière de la lampe vacillait sur les murs, tandis qu'elle regardait la légère trace boueuse sur son paillasson. Pour un œil non averti, ce n'était rien. L'empreinte fortuite d'un talon de botte, mais rien n'était jamais fortuit à St. Mary Mead. Surtout quand cela apparaissait sur le pas de la porte d'une dame après la tombée de la nuit. Elle prit une petite brosse, balaya doucement la trace dans un papier plié et le rangea dans le tiroir à côté de ses aiguilles à tricoter. Ce geste était plus soigné que suspect, même si, comme Mademoiselle Marple le savait bien, la propreté n'était que la forme la plus discrète de vigilance. À peine une minute plus tard, on frappa à la porte. C'était l'inspecteur Lake, dont le manteau brillait sous la bruine. Il ôta son chapeau sur le seuil, un geste à la fois courtois et défensif, comme s'il pénétrait dans un royaume où toute vérité devait être soumise à inspection. « Excusez-moi de venir à cette heure, » dit-il. « Je passe quelques coups de fil ce soir. L'enquête aura lieu demain, et j'aimerais connaître votre opinion. »« Les impressions sont dangereuses, inspecteur, » dit-elle en le conduisant vers la cheminée. « Elles ont tendance à passer pour des certitudes avant d'avoir fait leurs preuves. » Il esquissa un sourire. « Je prendrai le risque. Vous avez la réputation de remarquer ce que les autres négligent. J'observe parce que les gens oublient de baisser la voix. » Lake s'assit, essuyant une goutte sur sa manche. Nous avons réduit les possibilités. Le médecin légiste a confirmé la présence d'arsenic, introduit après la préparation, très probablement dans la tasse. Nous avons interrogé à nouveau le personnel. Tout le monde s'accorde à dire que Mademoiselle Faversham a porté le plateau. Le colonel affirme l'avoir vu remettre la tasse à Groves. Mademoiselle Marple croisa les mains. « Alors vous avez un suspect. » « Trop clairement, » dit-il. « Les preuves s'organisent avec une coopération suspecte. Tous les témoins se souviennent de son geste, presque trop vivement. La certitude collective est souvent le premier symptôme d'une erreur collective. Elle en avait néanmoins l'occasion, poursuivit-il. Et peut-être aussi le mobile. Groves avait des problèmes financiers. Faversham lui devait de l'argent. Si le colonel avait emprunté en son nom, les yeux de Mademoiselle Marple brillèrent. Alors le remboursement pourrait être son propre salut. Lake expira. Vous voyez la difficulté. Tout le monde avait une raison de souhaiter la disparition de Groves. Pourtant, seule Mademoiselle Faversham semble assez jeune et naïve pour endosser la responsabilité sans protester. De l'extérieur, on entendait le faible bruit de la pluie qui revenait, comme si elle était attirée vers le village par une affaire inachevée. Mademoiselle Marple versa le thé, dont l'arôme délicat transperçait l'air humide. A-t-elle protesté? Elle a très peu parlé, elle a pleuré un peu, elle n'a cessé de répéter qu'elle n'avait jamais voulu faire de mal. C'est précisément ce que les coupables et les innocents ont en commun, inspecteur, dit Mademoiselle Marple doucement. Il l'observa, ne sachant peut-être pas s'il devait se sentir réconforté ou déconcerté. « Vous avez trouvé quelque chose près du portail du manoir, n'est-ce pas ?» Elle réfléchit. Un objet égaré, peut-être intentionnellement. Il a disparu maintenant. « Volé, ramassé », corrigea-t-elle. « Par quelqu'un qui comprenait son danger ?» Lake acquiesça lentement.
Vous pensez donc que nous sommes guidés? Que quelqu'un... Quoi? Écrit l'histoire pour nous. Les personnes raffinées, dit mademoiselle Marple, font souvent de leur mieux en mentant à la troisième personne. Cela permet de garder la conscience tranquille. Une fois qu'il fut parti, elle resta longtemps assise sans bouger, les yeux fixés sur le feu qui crépitait. Les flammes, comme les ragots, révélaient autant qu'elles détruisaient. Les bûches sifflaient doucement, dégageant une légère odeur de chêne humide, une odeur qui rappelait le cimetière, le sentiment que des choses étaient recachées sous une terre respectable. Le lendemain matin, le jour se leva, clair et vif, le genre de journée qui impose la gaieté quelles que soient les circonstances. Lors de l'enquête, les villageois se rassemblèrent avec un enthousiasme solennel. La salle d'audience sentait légèrement le vernis et le jugement moral. Le colonel Faversham apparut le premier, grave, digne et indigné, juste ce qu'il fallait. Sa déclaration était une démonstration de chagrin conçue pour le public. Madame Templeton arriva ensuite, son voile noir arrangé de manière à afficher une vulnérabilité de bon goût. Elle s'essuyait les yeux chaque fois qu'un murmure commençait. Emily Faversham, en revanche, semblait fragile au point de pouvoir se briser. Elle était assise à côté de la femme du vicaire, les mains si serrées que ses jointures étaient blanches. Les questions de l'inspecteur Lake étaient mesurées, mais fermes. « Vous avez apporté le café, mademoiselle Faversham ?»« Oui. »« Vous l'avez versé ?»« Non, c'est madame Sims qui l'a fait. »« Mais vous avez distribué les tasses ?» Elle acquiesça. « Et vous en avez donné une à monsieur Groves. »« Je crois. Je ne regardais pas. Je les ai juste distribuées. » Lake insista. « Vous croyez ?» Sa voix tremblait. « Tout était si normal, inspecteur. Nous rions. Il a dit quelque chose de cruel au sujet des dettes de mon oncle. J'ai regretté de l'avoir invité. Mais je n'ai pas. » Les mots s'évanouirent. Mademoiselle Marple l'observait avec une intense tranquillité. La détresse de la jeune fille était sincère, tout comme sa confusion. Dans son hésitation, mademoiselle Marple reconnaissait un schéma familier, vu dans d'autres drames villageois. Non pas la culpabilité, mais la peur de la culpabilité, qui était parfois plus destructrice. Lorsque l'enquête fut ajournée, la foule se répandit dans le cimetière, bourdonnant comme des guêpes sous un faible soleil. Les opinions s'échangeaient avec la politesse du fil barbelé. « Quel dommage !» murmura madame Price Ridley. « Les jolies filles s'égarent souvent lorsqu'elles ne sont pas chaperonnées. »« Ou lorsqu'elles sont trop protégées, » murmura mademoiselle Marple en retour. À quelques pas de là, madame Templeton parlait au colonel Faversham d'une voix basse et pressante. Sa main gantée reposait légèrement sur sa manche, dans un geste mi-réconfortant, mi-autoritaire. Il avait l'air fatigué, son autorité habituelle affaiblie par le manque de sommeil. « Curieux, » dit mademoiselle Marple doucement. Quand les gens se consolent mutuellement, ils choisissent souvent la personne qu'ils ont le plus mise en danger. Cet après-midi-là, mademoiselle Marple fit sa promenade habituelle devant le presbytère. Les lilas bougeaient légèrement dans le vent, dispersant des pétales pâles sur le chemin comme des lettres que personne n'osait poster. À la porte du manoir, une femme de chambre frottait les marches en pierre. L'odeur du savon se mêlait à la légère amertume du polish. « Tout doit être impeccable pour la prochaine tragédie, » dit mademoiselle Marple avec gentillesse. La jeune fille leva les yeux, surprise, mais le regard bienveillant de mademoiselle Marple désarma sa remarque. À l'intérieur du domaine du manoir, elle aperçut une silhouette à travers la fenêtre. Madame Templeton, debout devant un miroir, en train d'ajuster son voile. Un reflet dans un reflet, l'emblème parfait de la moralité de St. Mary Mead, correcte, posée et peut-être entièrement fausse. Plus tard, alors que mademoiselle Marple rentrait chez elle, elle remarqua un petit morceau de papier coincé dans la haie.
C'était un bout de lettre déchiré, écrit d'une main masculine, audacieuse et colérique. Seul un fragment était lisible. « Dévoilerait l'arrangement à moins que je ne reçoive. » Elle le plia soigneusement et le glissa dans son sac. Les secrets, comme les mauvaises herbes, prospéraient lorsqu'on les négligeait. Le soir venu, le village avait rendu son verdict, officieux mais unanime. Mademoiselle Faversham, pauvre enfant, avait agi ainsi dans une tentative mal avisée de défendre l'honneur de son oncle. La théorie était cohérente, crédible et tout à fait insatisfaisante. Mademoiselle Marple se tenait près de la porte de son jardin, écoutant le crépuscule s'installer sur les cottages. Une grive chantait quelque part près du presbytère, ses notes incertaines et persistantes. Elle repensa à la lettre déchirée, au bouton de manchette disparu et à l'empreinte boueuse qui était apparue, puis avait disparu devant sa porte. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, même si ce n'était pas encore en mots. Le chant de la grive s'interrompit soudainement, comme si une pensée l'avait fait taire. Le silence qui suivit semblait presque délibéré, le genre de pause que mademoiselle Marple avait appris à respecter. Elle resta un instant de plus à sa porte, sentant la fraîcheur humide du soir s'installer dans son châle. À St. Mary Mead, le silence n'était jamais l'absence de bruit, mais la présence de l'écoute. Quelque part, elle savait que quelqu'un d'autre écoutait aussi. Elle rentra, tira les rideaux et posa la lettre déchirée sur sa table. Le bout de papier était fin, froissé, comme s'il avait été trop longtemps dans une poche qui contenait autant d'hésitation que de papier. La phrase incomplète dévoilerait l'arrangement, à moins que je ne reçoive, avait le ton sec et professionnel d'un homme, habitué à user de son influence. Ce n'était pas exactement du chantage, mais plutôt sa version polie. Elle aplatit le pli avec un doigt, en suivant le bord. Il y avait un léger parfum de Bayroom, cette eau de Cologne à l'ancienne que tant d'hommes avaient abandonnée après la guerre. Elle se souvint, avec un pincement au cœur, que le colonel Faversham l'utilisait encore. Il le portait depuis des années, comme un rappel provocateur de sa dignité d'officier et du monde disparu qui l'accompagnait. Une rafale de vent frappa légèrement la vitre. Mademoiselle Marple baissa la lampe et rangea la lettre à côté du papier plié recouvert de boue provenant du seuil de sa porte. La vérité, comme les fruits, avait besoin d'un peu de temps pour mûrir avant de pouvoir être correctement examinée. Le matin arriva avec une clarté trompeuse. Le ciel était d'un bleu pâle, les haies ruisselèrent de soleil, l'air était vif, empreint de la droiture qui suit une enquête. La respectabilité, réfléchit mademoiselle Marple pendant sa promenade, se remet toujours plus vite d'une tragédie. À la poste, la file d'attente avançait plus lentement que la conscience. Madame Price Ridley tenait salon, racontant les propos du coroner avec la précision d'une sténographe et la satisfaction d'une romancière. « Le verdict, voyez-vous, était ouvert, déclara-t-elle, ce qui est une conclusion des plus inconfortables. Je préfère mes morts comme mes puddings, bien réglés. »« Tout à fait, dit mademoiselle Marple d'un ton doux, bien que les choses incertaines s'avèrent souvent plus nourrissantes à la fin. » Derrière le comptoir, mademoiselle Hartnell baissa la voix. « On dit que l'inspecteur Lake a fait analyser l'argenterie, les cuillères à café, la cafetière, tout. Mais je ne vois pas en quoi cela changera quoi que ce soit. Le poison reste du poison, aussi joliment qu'il soit servi. » Mademoiselle Marple acquiesça d'un petit signe de tête. Les apparences ont tendance à brouiller les contours de la réalité. En sortant, elle faillit heurter le docteur Harrow, un homme jeune, élégant, affichant une expression de retenue professionnelle. Son regard croisa le sien avec la défensive lassée d'un homme déjà prêt à clamer son innocence. « Ah, mademoiselle Marple, dit-il, vous êtes au courant, bien sûr. C'est une affaire terrible. Pauvre Groves. Même si, entre nous, ce n'était pas quelqu'un de particulièrement sympathique. Mais on n'aime pas voir de telles choses se produire pendant un dîner. En effet,
répondit-elle. Surtout quand on a prescrit du brandy à l'avance. Il rougit légèrement. Oh, vous avez parlé à Madame Price Ridley, je vois. Elle est déterminée à ce que je fournisse toutes les substances jamais consommées dans ce village. Je constate simplement, docteur, qu'il est pratique d'avoir ces ordonnances à portée de main lorsque survient une tragédie. Il hésita, puis sourit, un peu trop tard. Vous avez le don de faire en sorte que les innocents se sentent inspectés. C'est seulement parce que les innocents s'attendent souvent à l'être, dit-elle doucement. Ils se séparèrent après s'être poliment salués, mais mademoiselle Marple resta songeuse, intriguée par le ton de sa voix. Fragile, étudié et un peu trop anxieux pour être rassurant. Elle ne savait pas s'il craignait les soupçons ou les souvenirs. Cet après-midi-là, des visiteurs se présentèrent à la porte de son jardin. Madame Clement, suivie d'Émilie Faversham. La jeune fille avait perdu son sang-froid. Ses yeux étaient cernés par le manque de sommeil, sa voix hésitante. Madame Clement, qui jouait clairement le rôle d'escorte morale, commença par sa diplomatie douce, habituelle. « Ma chère mademoiselle Marple, Émilie tenait à vous remercier pour votre gentillesse. Je crains que le village n'ait pas été très aimable. Les gens adorent les histoires. » Mademoiselle Marple sourit. Ils oublient toujours que la fin d'une histoire n'est que le début d'une autre. Émilie leva les yeux, hésitante. L'inspecteur Lake m'a interrogé au sujet des lettres, dit-elle. Il voulait savoir si j'avais vu celles de M. Groves, les lettres privées. J'ai répondu que non, mais maintenant je ne suis plus sûr. Il y avait un papier dans le tiroir de mon oncle il y a quelques jours, déchiré, et je pense que l'écriture était similaire. Mademoiselle Marple interrompit son tricot. « Dans le tiroir de votre oncle, dites-vous ? » ?»« Oui, je cherchais du papier à lettres. Je ne l'ai vu qu'un instant. Mon oncle est entré et a fermé le tiroir assez rapidement. Il a ri et a dit que ce n'était rien. Mais... » Elle s'interrompit, le souffle coupé. « Mais parfois, conclut doucement mademoiselle Marple, les plus petites choses signifient précisément ce que nous craignons qu'elles signifient. » Après leur départ, mademoiselle Marple resta assise, pensive. Elle se souvint de l'indignation raffinée du colonel lors de l'enquête, de la boue sur ses bottes, du bouton de manchette manquant. L'orgueil pouvait pousser un homme à faire beaucoup de choses, même commettre un meurtre, mais l'orgueil laissait rarement des empreintes digitales. Il préférait les symboles. Plus tard, lorsque le soleil eut disparu derrière la flèche et que l'air se fut rafraîchi, elle se dirigea vers le manoir. Le policier à la porte avait été remplacé par un autre, plus jeune, enthousiaste, méfiant et facilement flatté. Quelques mots sur le devoir, et le temps suffirent à lui ouvrir le passage dans l'allée du jardin. La salle à manger était désormais plongée dans la pénombre, les volets à demi fermés. Les yeux de mademoiselle Marple s'habituèrent à la demi-lumière. La table avait été débarrassée, mais de légères taches marquaient encore l'emplacement des tasses. Un endroit en particulier attira son attention, la place en face du fauteuil du colonel. Une légère trace circulaire de café, presque invisible, entachait la nappe en dentelle. Mais ce qui attira son attention se trouvait à côté. Une légère décoloration, plus pâle que le reste, comme si quelque chose avait été essuyé à la hâte. Elle se pencha pour mieux voir. La trace d'une cuillère était à peine discernable. Une petite forme parfaite, trop symétrique pour être accidentelle. Ce n'était pas la présence de poison qui l'intéressait, mais l'effort pour l'effacer. Un mouvement la fit sursauter, le léger grincement de la porte. Le colonel Faversham se tenait là, chapeau à la main. Son expression reflétait l'autorité polie d'un homme gardant le secret sur ses propres agissements. « Je ne pense pas que cet endroit soit propice aux promenades de l'après-midi, mademoiselle Marple. »« Vous avez tout à fait raison, » dit-elle en se redressant. « Mais j'ai toujours trouvé que la vérité se révélait plus facilement à la lumière du jour. » Sa bouche se tordit. « Si vous suggérez que j'ai quelque chose à cacher... »« Oh non, » l'interrompit-elle gentiment.
seulement que la dissimulation, comme l'hospitalité, en révèle plus sur un homme qu'il ne le souhaite. Il eut un petit rire, pas tout à fait agréable. « Vous devrez faire mieux que des paraboles, madame. L'inspecteur a déjà fouillé cette pièce, de fond en comble. »« J'en suis sûr, dit-elle. Mais la minutie et la compréhension sont rarement proches. » Il s'approcha, baissant la voix. « Vous feriez bien de laisser ces questions de côté. La curiosité peut être mal interprétée. » Mademoiselle Marple inclina la tête. En effet, mais la politesse aussi. Leurs regards se croisèrent, le sien dur, le sien doux, jusqu'à ce que la tension se rompe comme un fil tendu. Il s'écarta pour la laisser passer. Dehors, la soirée était devenue agitée. Le vent agitait les branches de lilas, dispersant des fleurs pâles sur le sol comme des fragments de dentelle déchirée. Mademoiselle Marple s'arrêta pour les regarder flotter et se poser. Un pétale s'accrochait à sa manche, doux, fragile, presque en forme de larme. Elle le balaya d'un geste pensif. Dans son esprit, le motif de la table, la lettre, la boue et le bouton de manchette manquant commencèrent à s'assembler, non pas en une solution, mais en une structure. Quelque chose de cohérent se formait sous le bavardage du village. Et quelque part, parmi ces mensonges polis et cet argent astiqué, elle sentait le faible pouls de la vérité qui attendait, patiente et observait silencieusement. Les pétales de lilas remuèrent à nouveau lorsque le vent changea de direction, apportant le faible bruit des voix provenant du presbytère. Mademoiselle Marple les regarda flotter, l'air pensif, avant de se retourner vers le village. L'air était chargé de cette tension particulière qu'elle avait appris à reconnaître, celle qui suit les ragots lorsqu'ils commencent à se transformer en conviction. Au carrefour près du parc, elle croisa l'inspecteur Lake qui venait de la direction opposée. Son manteau flottait légèrement dans la brise et il semblait plus préoccupé que d'habitude, le visage d'un homme entouré de trop de vérité et de trop peu de preuves. « Ah, mademoiselle Marple, » dit-il en ralentissant le pas. « J'avais envie de vous rendre visite. Vous étiez au manoir, je suppose. »« Oui, mais seulement un instant, » répondit-elle. « C'est extraordinaire tout ce qu'une maison peut révéler une fois que ses habitants se sont tus. » Il lui lança un regard sec. « J'espère qu'elle vous a révélé quelque chose d'utile. Nous sommes dans une impasse. L'alibi du colonel est solide pour le moment de l'empoisonnement, mais pas pour ce qui s'est passé avant. Sa nièce refuse de l'accuser, bien qu'elle soit manifestement terrifiée par quelque chose. La peur, dit mademoiselle Marple d'un ton doux, est une vertu gênante. Elle empêche souvent les gens de dire la vérité jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Lake soupira. Peut-être, mais je commence à m'interroger sur madame Templeton. Elle rend visite à Faversham tous les jours depuis le décès, prétendant le consoler. Si c'est ça, le réconfort, je préfère encore subir un sermon. Les lèvres de mademoiselle Marple s'incurvèrent. Elle me semble être une femme qui n'apporte du réconfort que lorsque cela lui profite. Ils marchèrent ensemble le long de la haie, où les abeilles s'affairaient avec distraction parmi les fleurs. Lake poursuivit. Elle reste évasive au sujet de son passé avec Groves. Elle prétend qu'elle le connaissait à peine. Pourtant, j'ai vu des lettres écrites de sa main dans sa valise, toutes signées simplement M.T. et plutôt sentimentales. Elle insiste sur le fait qu'il s'agissait d'une correspondance inoffensive. « Je suppose, » dit mademoiselle Marple, « cela dépend de ce que l'on entend par inoffensive. J'ai remarqué que les lettres sentimentales sont souvent écrites par des personnes qui souhaitent oublier à quel point elles étaient pragmatiques autrefois. » Lake eut un petit rire sinistre. « Vous feriez un témoin redoutable, mademoiselle Marple. » « Oh, je suis bien trop vieille pour témoigner, inspecteur. Je remarque simplement ce que des yeux plus jeunes ne voient pas parce qu'ils sont trop occupés à se regarder l'un l'autre. » Ils se séparèrent au tournant de la ruelle. Alors qu'elle marchait vers le cimetière, la lumière du soleil vacillait à travers les arbres, effleurant les pierres tombales d'un éclat fugace. C'était une beauté étrange, fragile,
comme si le monde lui-même murmurait ses secrets à ceux qui avaient la patience de l'écouter. À la porte du presbytère se tenait Madame Templeton en personne, son voile sombre désormais remplacé par un chapeau d'une élégance discrète. Son attitude était posée, mais trop calculée. Son sourire était de ceux qui cachent la calcul derrière la sympathie. « Mademoiselle Marple », dit-elle chaleureusement, « quel réconfort de voir un visage familier. J'avais l'intention de vous appeler, mais ces derniers jours, enfin, vous pouvez imaginer. » « En effet, » répondit mademoiselle Marple, « le deuil et les enquêtes policières font rarement bon ménage. » Madame Templeton inclina la tête. « Cela a été terrible. Pauvre Lionel. Si doué, si incompris. Je l'avais mis en garde il y a des années contre son langage imprudent, mais il était incapable de faire preuve de discrétion. Il parlait toujours à tort et à travers, surtout lorsqu'il s'agissait d'argent. » Mademoiselle Marple la regarda doucement. « C'était donc les affaires qui vous liaient ?»« Les affaires. Oh, pas exactement, » dit-elle en détournant le regard. « Il a un jour conseillé mon défunt mari sur un investissement, quelque chose en rapport avec un bien immobilier à l'étranger. Malheureusement, cela n'a pas été fructueux. Nous avons perdu beaucoup d'argent, même si Lionel a fait comme si c'était le destin plutôt qu'une erreur. » « Cela a dû être difficile, » murmura mademoiselle Marple. « Les pertes, comme le chagrin, sont rarement réparties de manière égale. » Une légère crispation traversa la bouche de madame Templeton. « Vous êtes très perspicace, mademoiselle Marple. Je suppose que c'est pour cela que l'inspecteur apprécie vos opinions. Mais il ne faut pas s'attarder sur les choses désagréables. Le colonel est complètement bouleversé par toute cette histoire. J'ai l'intention de rester près de lui pour le moment. Il ne devrait pas être seul. »« Quelle attention !» dit mademoiselle Marple d'un ton suffisamment doux pour passer pour une approbation. Pourtant, derrière son expression sereine, elle remarqua le tremblement dans la voix de madame Templeton. Non pas de chagrin, mais de tension, la pression d'une performance répétée trop longtemps. La cloche de l'église sonna 3 coups. Un son lent et délibéré, qui semblait mesurer la distance entre l'apparence et la vérité. Madame Templeton s'excusa, laissant derrière elle un léger parfum de violette, l'une des senteurs les plus trompeuses, délicate mais écœurante lorsqu'elle persistait. À l'intérieur du presbytère, Madame Clement apparut à la porte, s'essuyant les mains. « Oh, vous l'avez vue alors ?» dit-elle doucement. Quelle femme étrange, n'est-ce pas? Toujours si gracieuse, mais jamais tout à fait sincère. La pauvre Émilie ne lui fait pas confiance. Fait-elle confiance à quelqu'un? Demanda mademoiselle Marple. Je pense qu'elle le voudrait, répondit madame Clement avec tristesse. Elle reste chez nous pour le moment. L'inspecteur Lake a pensé que c'était mieux ainsi. Mademoiselle Marple acquiesça. Une précaution sensée. La peur grandit dans les maisons vides. Madame Clement hésita, puis ajouta dans un murmure « Il y a autre chose. Le colonel est venu ici ce matin pour prendre des nouvelles d'Émilie. Quand je lui ai dit qu'elle se reposait, il a laissé un colis pour elle. J'ai pensé qu'il valait mieux l'ouvrir d'abord, uniquement pour la protéger, bien sûr. Ce n'était qu'un cadre photo, mais à l'intérieur se trouvait une photo de sa mère. C'était très touchant. Sauf que... Sauf quoi? Le verre était légèrement fissuré sur le visage de la femme, comme si quelqu'un avait appuyé trop fort. Cela semblait troublant. L'expression de mademoiselle Marple s'adoucit. Comme c'est curieux, les photos servent souvent moins à se souvenir qu'à contrôler. Elles fixent les choses telles qu'on souhaite qu'elles soient. Quand elle rentra chez elle ce soir-là, elle trouva la porte d'entrée légèrement entr'ouverte. Le loquet, qu'elle verrouillait toujours, était ouvert. À l'intérieur, son salon était exactement comme elle l'avait laissé. Ou presque. Le tiroir où elle gardait la lettre déchirée n'était pas tout à fait fermé. Elle s'assit, croisa les mains et attendit. La patience, pensa-t-elle, était la forme la plus authentique d'enquête. Celui qui était venu reviendrait.
car les gens qui cachent des choses résistent rarement à la tentation de vérifier si elles restent cachées. Le village s'était calmé dehors, un silence encore accentué par le crépuscule. L'odeur du lilas flottait faiblement à travers la fenêtre ouverte, douce, trompeuse, comme une innocence répétée. Quelques heures plus tard, lorsque l'horloge sonna 10 heures, elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. De l'autre côté de la ruelle, une seule lumière brillait dans la chambre supérieure du manoir. 2 silhouettes passèrent devant, l'une grande et délibérée, l'autre mince et rapide. Leurs silhouettes se croisèrent et se séparèrent, fusionnant une fois avant de disparaître complètement. Miss Marple resta immobile, le visage impassible. Au fond d'elle-même, une certitude commençait à se faire jour, pas encore suffisante pour porter une accusation, mais assez pour troubler la paix qu'elle avait si soigneusement préservée. Elle baissa la lampe, la main suspendue au-dessus de l'abat-jour. Le léger crépitement de la mèche ressemblait à un souffle entre 2 mots. Dehors, l'horloge de l'église se remit à sonner, non pas pour annoncer la messe, mais pour compter lentement le temps qui s'écoulait entre la vérité cachée et la vérité révélée. Le dernier coup de cloche s'évanouit dans le silence comme un caillou avalé par un étang. Mademoiselle Marple tira les rideaux, l'esprit encore occupé par cette brève scène de silhouette devant la fenêtre du manoir. La rencontre de ces 2 personnages ne semblait pas être un moment de réconfort, ni même une dispute, mais plutôt une négociation menée trop tard. Elle s'assit à son bureau, dont la surface était immaculée, à l'exception du petit tiroir, fermé à clé, qui contenait ses dernières curiosités. Un bouton de manchette, une lettre déchirée et de légères traces de boue. Ce n'était pas encore des preuves, mais simplement des murmures en attente d'un contexte. Le contexte, réfléchit-elle, était ce qui séparait la vérité des ragots. Et à St. Mary Mead, les ragots arrivaient souvent en premier. Dehors, une fine brume s'était glissée depuis les prairies, adoucissant tous les contours jusqu'à ce que même le clocher de l'église semble incertain. Quelque part dans cette brume pâle, un moteur démarra, puis s'arrêta brusquement, comme si le conducteur avait perdu soit son courage, soit son chemin. Le lendemain matin se leva, sombre et étrange. Le sifflement du facteur, d'habitude vif et mélodieux, semblait hésitant, et le garçon du boulanger, qui passait normalement à vélo en chantant faux, arriva en silence. Mademoiselle Marple sortit pour aller chercher son lait et comprit la raison avant que quiconque ne la prononce à haute voix. Un petit groupe de villageois s'était rassemblé près du pré. Madame Price Ridley se tenait au centre, autoproclamée héros de la calamité. « Ils l'ont trouvé », dit-elle dès que mademoiselle Marple s'approcha. Au bord de la rivière, le colonel Faversham, il s'est tiré une balle. L'inspecteur est déjà là. Un murmure parcourut l'assemblée. Le mot « suicide » ne fut pas prononcé, mais il flottait dans l'air, aussi léger et lourd que la brume matinale. Mademoiselle Marple écouta sans faire de commentaire, le regard fixé sur l'horizon où les arbres se courbaient vers l'eau. Elle avait toujours détesté les conclusions prématurées, surtout lorsqu'elles étaient commodes. La scène près de la rivière était déjà bouclée par des cordes et les autorités. L'expression de l'inspecteur Lake, lorsqu'il la vit, suggérait à la fois de la fatigue et du soulagement. « Vous avez le don d'arriver exactement quand j'ai besoin de vous, » dit-il. « J'espère que ce n'est pas une habitude, inspecteur. C'est impoli d'arriver sans y être invité sur les lieux d'une tragédie. » Il fit un geste vers la pente. Le voilà. Son arme à côté de lui, aucun signe de lutte. Un seul coup de feu. Le jardinier l'a entendu avant l'aube. Le colonel Faversham gisait à moitié caché par les roseaux, son manteau ouvert, une main encore recroquevillée, comme s'il serrait quelque chose d'invisible. Son visage était pâle, serein, mais l'expression de sa bouche ne traduisait pas le désespoir, mais la résistance.
Mademoiselle Marple baissa les yeux, en silence. « Il faut du courage pour vivre avec la culpabilité, » dit-elle, « et encore plus pour mourir sans confession. » Lake leva les yeux. « Vous pensez que ce n'est pas un suicide ?»« Je pense, » répondit-elle, « que les hommes qui craignent le scandale arrangent souvent leur départ pour qu'il semble opportun. » Il soupira. « Vous suggérez à nouveau un meurtre. Que le ciel me vienne en aide si vous avez raison. » « La vérité a rarement besoin de l'aide du ciel, » dit doucement mademoiselle Marple. « Seulement de patience. » Lake fit signe à son agent, qui fouillait l'herbe à proximité. « Vous avez trouvé quelque chose ?» L'homme tendit un petit morceau de lin froissé, une partie d'un mouchoir de femme, brodé de fil lilas. Mademoiselle Marple le prit délicatement entre ses doigts. « Ah, la couleur de la tromperie qui se fait passer pour la vertu. Que voulez-vous dire? Simplement que le lilas se fane le plus vite au soleil, inspecteur, un peu comme certaines réputations. » Lake fronça les sourcils. « Nous allons remonter à la source. Je parierais que la garde-robe de Madame Templeton contient quelque chose de similaire. » Il avait raison. Dans l'après-midi, Madame Templeton fut convoquée au presbytère. Elle arriva, calme comme à son habitude, mais ses yeux clignèrent brièvement lorsqu'on lui montra le morceau de tissu. « C'est affreux, » murmura-t-elle. « Je ne peux imaginer comment il est arrivé là. Je l'ai peut-être laissé tomber lors d'une de mes visites. Le colonel Faversham et moi, nous promenions souvent au bord de la rivière lorsqu'il était troublé. »« Troublé par quoi ?» demanda Lake. « Oh, l'enquête, naturellement. Il se sentait responsable d'avoir invité Lionel Groves. Mais vous ne devez pas penser à mal, inspecteur. » Elle sourit faiblement. « J'ai plutôt l'habitude que les hommes me confient leurs soucis. C'est le prix à payer pour être compatissante. » Miss Marple, assise dans un coin comme une chaperonne discrète, observait les mains gantées de la femme. Elles étaient immobiles, précises, trop prudentes. Le chagrin porte rarement des gants aussi soignés. Vous l'aimiez profondément, alors? Les yeux de Madame Templeton se plissèrent légèrement. Je le respectais. D'après mon expérience, c'est plus rare que l'affection. L'entretien s'est terminé avec courtoisie, mais sans grande clarté. Lorsque Madame Templeton est partie, Lake a regardé Mademoiselle Marple. Elle cache quelque chose, mais pas ce à quoi je m'attendais. Elle a peur, même si elle ne sait pas de quoi. Mademoiselle Marple s'est levée, ajustant son châle. La peur, inspecteur, concerne rarement la découverte elle-même. Le plus souvent, elle concerne ce que la découverte pourrait suggérer. De retour au village, l'air de l'après-midi semblait plus lourd, le rythme ordinaire de la vie légèrement décalé. La cloche de la boulangerie sonnait trop fort, le vicaire saluait tout le monde trop bruyamment. La comédie était devenue un devoir civique. Mademoiselle Marple s'arrêta à la porte du cimetière où Emily Faversham était assise sur un banc, les yeux fixés sur le chemin de gravier. Les mains de la jeune fille étaient jointes sur ses genoux, serrant une lettre pliée. « Ma chère », dit doucement mademoiselle Marple en s'asseyant à côté d'elle, « c'est une matinée terrible pour tout le monde. » Les lèvres d'Émilie tremblaient. « Ils disent qu'il l'a fait lui-même. Mais mon oncle n'était pas ce genre d'homme. Il aurait affronté n'importe quoi plutôt que de mettre fin à ses jours. Madame Templeton m'a dit de n'en parler à personne, qu'il valait mieux pour la réputation de la famille. Mais c'est justement ça, mademoiselle Marple, n'est-ce pas? C'est toujours une question de réputation, jamais de vérité. » « Parfois, » dit mademoiselle Marple, « la vérité doit attendre que la respectabilité se lasse de la protéger. » Les yeux d'Émilie se remplirent de larmes. « J'ai trouvé ça dans le bureau de mon oncle, avant qu'il ne le scelle. » Elle tendit la lettre. « Elle est signée par Lionel Groves. Il exigeait un remboursement, menaçant de ruiner publiquement le nom des Faversham. Il y a un autre nom, mentionné, MT.
Je pense que c'est Madame Templeton. Mademoiselle Marple déplia soigneusement la lettre. L'écriture était nette, décisive, avec ce même air de supériorité qu'elle avait remarqué auparavant. Il semble que M. Groves préférait que sa vengeance soit détaillée, dit-elle. Émilie la regarda d'un air implorant. « Pensez-vous que mon oncle l'ait tué ?» Mademoiselle Marple posa doucement sa main sur la sienne. « Je pense, dit-elle lentement, que la fierté de votre oncle faisait de lui un excellent candidat à la culpabilité et un encore meilleur candidat à l'exploitation. » La jeune fille prit une inspiration tremblante. Madame Templeton, elle était toujours à ses côtés. Elle disait qu'elle pouvait faire disparaître la dette. Mais comment? Le regard de mademoiselle Marple se posa sur les cheminées lointaines du manoir, visibles à travers les arbres. « Ma chère, les dettes prennent différentes formes. Certaines sont financières, d'autres émotionnelles, et elles sont remboursées d'une manière ou d'une autre. » À la tombée de la nuit, les lumières du village s'allumèrent une à une, jusqu'à ce que St. Mary Mead ressemble à une carte de secret illuminée pour être inspectée. Mademoiselle Marple se tenait à nouveau à sa fenêtre, son tricot intact à côté d'elle. Au loin, elle aperçut un mouvement près du manoir, non pas la démarche lente et délibérée d'une personne en deuil, mais une silhouette furtive qui se glissait par la porte arrière et disparaissait vers le chemin de l'église. Le brouillard revenait, pâle et patient, engloutissant les pas avant qu'ils n'atteignent la route. Mademoiselle Marple regarda jusqu'à ce que la silhouette disparaisse complètement, puis se tourna vers son petit tiroir. Elle le déverrouilla, en sortit le bouton de manchette et le posa à côté de la lettre déchirée. Pour la première fois, les deux objets semblaient appartenir à la même histoire. Elle tendit la main pour éteindre la lampe, mais ses doigts s'arrêtèrent à mi-chemin. Quelque part à l'extérieur, faiblement étouffé par le brouillard, un bruit se fit entendre. Le cri d'une femme, court et aigu, brusquement interrompu. La main de mademoiselle Marple s'immobilisa dans la pénombre. Le cri se dissipa dans le brouillard, comme s'il avait été englouti par celui-ci. Mademoiselle Marple ne se précipita pas vers la fenêtre. Elle resta simplement immobile, à l'écoute. Lorsque le silence suit trop rapidement la peur, c'est le silence d'une dissimulation délibérée, et non celui de la paix. Elle ralluma sa lampe et nota l'heure sur sa petite horloge en laiton, 10h23, puis prit son châle. Dehors, le brouillard était épais, donnant au monde un aspect à la fois intime et infini. Chaque bruit, ses propres pas, le faible goutte à goutte provenant des avant-toits du presbytère, semblait amplifié par le silence. La ruelle menant à l'église était vide, mais la faible lueur provenant du chemin latéral du manoir restait visible, vacillant comme une conscience incertaine. Elle atteignit le portail juste au moment où l'inspecteur Lake apparut dans la direction opposée, sa lampe torche traçant un couloir pâle dans le brouillard. « Vous l'avez entendu aussi ?» dit-il. « Oui, un cri de femme, je crois. Court, urgent. » Il acquiesça. La femme de chambre du manoir a appelé le commissariat. Elle a dit que Madame Templeton avait disparu. Elle est sortie se promener près du verger il y a environ 1 heure. Seule? C'est ce qu'elle a dit. Mais Madame Templeton fait rarement quoi que ce soit seule. Ils suivirent le chemin ensemble, leurs pas feutrés sur le sol humide. La nuit sentait le lilas et la terre mouillée, un mélange de douceur et de décomposition. Près de la clôture du verger, le faisceau de la lampe torche de Lake éclaira un objet pâle sur le sol, un gant, délicat, brodé d'un fil lilas pâle. Miss Marple le ramassa avec précaution, examinant les coutures déchirées au niveau du poignet. « Encore du lilas », murmura-t-elle. « On dirait que cette couleur tient à rester gravée dans les mémoires. » Lake fronça les sourcils. « Vous pensez que cela a un rapport avec le mouchoir ? Tout ce qui se répète, dit-elle doucement, cherche à attirer l'attention. » Un bruissement se fit entendre dans les arbres. L'inspecteur braqua sa lampe dans cette direction.
Emily Faversham apparut, pâle et tremblante, son manteau jeté à la hâte sur sa chemise de nuit. « Je n'arrivais pas à dormir, dit-elle. Quand j'ai entendu quelqu'un crier, j'ai pensé... Oh, inspecteur, on aurait dit Madame Templeton. L'avez-vous vue? Non, mais... Elle hésita, jetant un coup d'œil à Mademoiselle Marple. Plus tôt dans la soirée, je suis allé lui parler. Elle m'a dit de ne pas parler de la lettre que je vous ai montrée. Elle m'a dit que je ruinerais le peu de réputation qui me restait, si j'en parlais à nouveau. Le regard de Mademoiselle Marple s'adoucit. Avait-elle l'air effrayé? Désespérée, murmura Émilie. Elle a dit que les gens comme nous ne sont jamais pardonnés quand ils disent mal la vérité. Lake fit signe à un agent qui s'approchait par le chemin inférieur. Le cri de l'homme traversa le brouillard. « Inspecteur, je l'ai trouvé !» Ils se précipitèrent vers la rive. Madame Templeton était allongée contre un tronc d'arbre, les yeux ouverts, le visage d'une pâleur cadavérique. Une coupure superficielle marquait sa tempe, plus due à la peur qu'à la force. Ses gants avaient disparu. Ses mains, sans gants et tremblantes, agrippèrent le vide. « Elle est vivante, » dit le policier. « Elle s'est peut-être évanouie. Elle dit qu'elle a glissé. » Mademoiselle Marple s'agenouilla à côté d'elle et posa calmement sa main sur le poignet de la femme. Son pouls battait rapidement, de manière irrégulière. « Elle a plus peur qu'elle n'est blessée, » dit-elle doucement, « mais ce n'est pas un accident. » Lake s'accroupit à côté d'elle. « Nous allons la ramener à l'intérieur. » Alors qu'ils aidaient Madame Templeton à regagner le manoir, Mademoiselle Marple remarqua quelque chose dans les plis de sa robe. Une petite tache sombre sur la dentelle de ses poignets. Elle ne dit rien, mais enregistra soigneusement cette image dans son esprit. À l'intérieur, la maisonnée était réunie dans un silence nerveux. La femme de chambre alla chercher de l'eau, la gouvernante marmonna des prières, et Émilie se tenait près de la cheminée, se tordant les mains. Madame Templeton, revenue à elle et pâle, regardait autour d'elle de ses grands yeux exercés. « J'ai dû trébucher », murmura-t-elle faiblement. « Tout s'est passé si vite, le brouillard, la pente, un faux pas, et je suis tombée. » L'inspecteur Lake avait l'air courtois, mais peu convaincu. « Un brouillard bien opportun, » dit-il. « Et le cri que nous avons entendu. Oh, j'ai dû crier. Le choc, vous comprenez. » Mademoiselle Marple l'observa tranquillement. Il y avait une fine trace de terre sur sa manche et un pétale de lilas pris dans ses cheveux. La nature, songea-t-elle, avait une façon d'enregistrer les événements bien plus honnête que les gens. Lorsque l'inspecteur partit recueillir des dépositions, Mademoiselle Marple resta assise près du feu. Elle semblait n'être qu'une autre vieille dame, bien intentionnée, offrant un soutien moral, mais ses yeux ne manquaient rien. Elle remarqua que Madame Templeton évitait de regarder Émilie, que le regard d'Émilie se déplaçait vers la cheminée où se trouvait toujours la photo du colonel, dans son cadre, dont le verre n'était plus fissuré. Quelqu'un, pensa-t-elle, avait pris soin de la remettre en place. « Pourriez-vous m'apporter un peu de lait chaud ?» demanda gentiment Mademoiselle Marple lorsque la gouvernante apparut. Cela apaise merveilleusement les nerfs. Cette demande, tout à fait ordinaire, fit son effet. Les domestiques s'affairèrent, la laissant seule un instant avec Madame Templeton. « Vous avez subi un choc terrible, ma chère, » commença-t-elle doucement. « Mais je suppose que vous en avez subi plusieurs ces derniers temps. » Madame Templeton leva brusquement les yeux. « Que voulez-vous dire ? » Simplement que la force d'une femme réside souvent dans son endurance, mais l'endurance tente parfois la providence. Quand on cache trop de choses, la providence prend les choses en main. Madame Templeton eut un petit rire sec. Vous parlez comme si le fait de cacher quelque chose était un crime. « Oh non !» répondit Mademoiselle Marple avec douceur. « C'est simplement une habitude qui s'alourdit avec le temps. Je suppose que le colonel l'a trouvé tout à fait ainsi.
Le sang-froid de l'autre femme vacilla. « Si vous insinuez… »« Je n'insinue jamais rien, » dit mademoiselle Marple. « Je ne fais que des observations. » Le silence qui suivit était aussi tendu que du fil de verre. Puis la porte s'ouvrit et Émilie entra, portant un plateau. Son regard croisa celui de madame Templeton pendant un instant, dans un échange spontané de peur et d'accusation. Mademoiselle Marple le remarqua, le mémorisa et parla de choses futiles jusqu'à ce que la tension s'apaise. Quand elle rentra chez elle, après minuit, le brouillard se levait. La lune était apparue, froide, précise, indifférente. Elle éclairait les cottages et les haies, avec la même clarté, exposant chaque petite imperfection. Dans son salon, mademoiselle Marple ouvrit à nouveau son tiroir et sortit le bouton de manchette et la lettre déchirée. Le schéma était désormais clair, même si elle ne pouvait pas encore en dévoiler la signification. Elle se servit une tasse de thé et s'assit tranquillement, tandis que l'aube commençait à dissiper l'obscurité. Au loin, les premiers oiseaux s'agitaient, chantant timidement, mais avec insistance. Le monde, pensa-t-elle, s'apprêtait à reprendre ses habitudes courtoises. Et pourtant, quelque chose dans cette routine s'était déjà fissuré, une fracture sous le vernis. Demain apporterait des explications, et peut-être un autre décès si elle n'agissait pas en premier. Elle regarda l'horloge de sa cheminée. Elle tic-taquait avec une précision exaspérante, chaque seconde la rapprochant du moment où elle devrait intervenir. Miss Marple se pencha en arrière dans son fauteuil, l'air pensif, presque triste. Dans le coin de la vitre, le reflet de la lune scintillait faiblement, à moitié caché, comme une vérité qui attendait d'être nommée. Le reflet dans la fenêtre tremblait à l'approche de l'aube, se dissolvant dans une lumière pâle. Miss Marple ne bougea pas jusqu'à ce que le premier chant d'oiseau rompe le silence. Dormir aurait été inutile. Son esprit avait déjà parcouru tous les couloirs du manoir de Faversham, s'arrêtant à chaque porte, écoutant chaque mensonge poli chuchoté derrière elle. Le temps de l'observation silencieuse touchait à sa fin. Ce qu'il fallait maintenant, c'était un test, non pas de preuve, mais de conscience. À 8 heures, St. Mary Mead s'était réveillée dans une matinée d'une gaieté trompeuse. La brume s'était levée, remplacée par une luminosité presque théâtrale. La respectabilité était à nouveau visible, balayant les marches du perron, redressant les rideaux, prétendant que le scandale n'était qu'un visiteur, sur le point de partir. L'inspecteur Lake arriva à sa porte peu après le petit déjeuner, l'air inhabituellement grave. « Vous avez dû entendre la nouvelle », commença-t-il sans préambule. « Madame Templeton est alitée. Le médecin dit qu'elle est en état de choc, mais elle insiste pour vous voir. J'ai pensé que vous préféreriez lui parler avant moi. Les gens en disent souvent plus à ceux qui ne posent pas de questions, dit mademoiselle Marple en enfilant ses gants. Surtout lorsqu'ils pensent que poser des questions serait cruel. » L'inspecteur acquiesça et marcha à ses côtés. La ruelle sentait l'herbe, coupée, et la pierre humide, cette odeur matinale des choses lavées, mais pas encore sèches. À l'intérieur du manoir, l'atmosphère était passée de la tension à quelque chose qui ressemblait à du remords. Les domestiques se déplaçaient silencieusement, comme s'ils avaient peur de réveiller la vérité. À l'étage, madame Templeton attendait dans une pièce dont les rideaux étaient à moitié tirés, le visage impassible, mais translucide. « C'est très gentil de votre part, mademoiselle Marple, » dit-elle faiblement. « J'avoue que toute cette agitation m'a épuisée. Je n'arrête pas de me demander comment une chose aussi terrible a pu commencer par une invitation aussi innocente. L'innocence, dit doucement mademoiselle Marple, est souvent le déguisement que la respectabilité prête au danger. » La femme sourit, d'un sourire fragile mais gracieux. « Vous parlez comme l'inspecteur. »« Je pense plutôt que c'est l'inspecteur qui me ressemble, » dit mademoiselle Marple. « Il apprend que la moralité et le mobile ne sont jamais étrangers l'un à l'autre. »
Madame Templeton eut un petit rire. Comme c'est philosophique. J'imagine que vous me soupçonnez de quelque chose, même si je ne vois pas de quoi il s'agit. Le colonel est mort, Lionel Groves est enterré depuis longtemps, et je n'ai aucune envie de scandale. Cela suffit sûrement pour acquitter n'importe qui à St. Mary Mead. Mademoiselle Marple la regarda fixement. Ma chère, l'acquittement est rarement synonyme d'innocence. Pour la première fois, Madame Templeton perdit son sang-froid. Son regard se porta vers la fenêtre, où la lumière du soleil tremblait contre la vitre. J'ai dit à l'inspecteur tout ce que je savais. J'avais prévenu le colonel que Groves avait de mauvaises intentions, mais il ne m'a pas écouté. Quand les lettres sont arrivées, eh bien, il était trop tard. Des lettres? De Lionel, bien sûr. Des exigences. Il avait l'intention de révéler certaines transactions commerciales anciennes, des affaires qui auraient ruiné la réputation du colonel. J'ai brûlé celles qu'il m'a données, mais peut-être que les autres. Sa voix s'éteignit. « Ah, dit mademoiselle Marple doucement, vous les avez brûlées, pour protéger le colonel ou vous-même. » Le silence était une confession en soi. En bas, la voix d'Emily Faversham résonnait faiblement depuis le salon. Elle parlait à l'inspecteur Lake d'un ton maîtrisé mais anxieux. Mademoiselle Marple s'excusa et descendit discrètement. La jeune femme se retourna à son entrée, le visage pâle mais déterminé. « L'inspecteur Lake dit qu'il va y avoir un nouvel examen des preuves, » dit-elle. « Il pense que le bouton de manchette appartient peut-être à mon oncle, mais ce n'est pas une preuve. » Miss Marple s'assit près de la cheminée. « La preuve est un mot difficile, ma chère. On peut prouver n'importe quoi à ceux qui veulent y croire. » Lake croisa les bras. « Nous avons trouvé autre chose. La femme de chambre a retrouvé une clé qui avait disparu du bureau du colonel. Elle était cachée dans la doublure d'un gant dans la chambre de Madame Templeton. » Émilie eut le souffle coupé. « Alors elle, ou quelqu'un a voulu nous le faire croire, » l'interrompit doucement mademoiselle Marple. « Les clés et les gants sont des symboles curieux, inspecteur. L'un cache, l'autre révèle. Ils se retrouvent rarement ensemble par hasard. » Lake l'observa attentivement. « Vous avez une idée. »« J'ai un pressentiment, » corrigea-t-elle. « Les pressentiments sont beaucoup plus sûrs. Ils ne poussent pas à agir trop vite. » Il sourit faiblement. « Alors j'attendrai que votre intuition se concrétise. » Alors qu'il s'éloignait, mademoiselle Marple se leva et se dirigea vers la cheminée. La photo du colonel avait été déplacée à nouveau. Elle faisait désormais face à la fenêtre, et non plus à la pièce. Elle essuya légèrement le cadre avec son mouchoir. Une légère trace apparut. De la poudre, délicatement parfumée, semblable au parfum de lilas qui semblait hanter chaque rebondissement de l'affaire. À ce moment-là, Émilie s'approcha et lui dit à voix basse « Mademoiselle Marple, je me suis souvenu de quelque chose. Le soir du dîner, après que M. Groves se soit effondré, tante Templeton m'a demandé d'aller chercher des sels dans son sac à main. Quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé un petit flacon sans étiquette. J'ai trouvé cela étrange sur le moment. Qu'en avez-vous fait? Je l'ai posé sur la table, je ne l'ai jamais revu. » Mademoiselle Marple la regarda pensivement. « Vous en êtes certaine? »« Oui, mais qu'est-ce que cela signifie? »« Cela ne signifie peut-être rien, » dit-elle. « Ou cela signifie peut-être que la personne que nous plaignons le plus est celle qui a écrit l'histoire pour nous depuis le début. » Plus tard dans l'après-midi, elle se rendit au presbytère. La haie de lilas perdait désormais de sa couleur, ses pétales pâles comme du papier tombant au sol, une beauté fanée qui semblait en quelque sorte miséricordieuse. À l'intérieur, Madame Clement rangeait les feuilles de cantique pour le service du dimanche. « Vous avez l'air fatiguée, Jane, » dit-elle gentiment. « Tous ces désagréments, l'inspecteur dit que c'est presque terminé. Ils vont déclarer que tout cela n'était qu'un tragique malentendu. » « Les malentendus, » dit mademoiselle Marple, « sont à l'origine de la plupart des tragédies. » Elle s'arrêta à la fenêtre.
De l'autre côté de la place, les volets du manoir étaient à demi fermés, les lignes du bâtiment adoucies par l'ombre. La respectabilité était de retour, venant recouvrir ce qu'elle pouvait. « Dites-moi, ma chère, demanda-t-elle, notre église garde-t-elle toujours l'argenterie de communion enfermée dans le coffre de la sacristie ?» Madame Clement cligna des yeux. « Oui, bien sûr. Pourquoi ? Je me demandais simplement si la serrure avait été changée récemment. Pas depuis l'époque du colonel, je crois. »« Pourquoi ? Mademoiselle ?» Marple sourit faiblement. « Parce que je crois que quelqu'un a utilisé cette clé, non pas pour prier, mais pour paniquer. » Le soir tombait à nouveau sur le village. Alors que mademoiselle Marple rentrait chez elle, elle remarqua une silhouette près de son portail, grande et indistincte dans la lumière déclinante. En s'approchant, elle reconnut l'inspecteur Lake. « J'ai pensé que vous aimeriez savoir, » dit-il. « Le laboratoire a trouvé des traces d'arsenic à l'intérieur de ce gant, celui qui se trouvait dans le tiroir de madame Templeton. » Mademoiselle Marple le regarda fixement. « De l'arsenic sur un gant, » dit-elle. « C'est presque poétique. La main qui caresse, la main qui tue. Ce sont souvent les mêmes, inspecteur, même si elles n'appartiennent pas toujours à la même personne. » Il fronça les sourcils. « Alors qui ?» Son expression s'adoucit, laissant place à quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « C'est une question qui trouvera sa réponse d'elle-même, à condition que nous la posions avec suffisamment de gentillesse. » Une lumière vacilla à la fenêtre du presbytère, puis s'éteignit. Le village expira dans l'obscurité, celle qui ne cache rien longtemps. Mademoiselle Marple resta un moment debout, pensant à la lettre déchirée et aux boutons de manchette qui reposaient tranquillement dans son tiroir. Ils avaient cessé d'être des indices. Ils étaient désormais des aveux en attente. La nuit s'épaissit jusqu'à l'heure où la certitude commence à prendre forme. Mademoiselle Marple resta près du portail, le bruissement léger des haies accompagnant ses dernières pensées. L'inspecteur Lake s'attarda lui aussi, ne voulant pas laisser la question en suspens. Il sentait qu'elle avait déjà compris toute l'histoire, même si elle ne la révélerait jamais de manière directe. Ce n'était pas son genre. À l'intérieur de son cottage, la lampe brillait faiblement sur la table où le bouton de manchette et la lettre gisaient côte à côte comme les deux moitiés d'une même phrase. Elle s'assit avec une précision tranquille, comme si elle prenait place dans un rituel familier. De l'autre côté de la ruelle, l'horloge de l'église sonna 9 heures, 1 heure trop tôt pour une confession, mais trop tard pour un mensonge. On frappa à sa porte. Lake entra sans préambule. « Elle va mieux ?» dit-il. « Madame Templeton, je veux dire. Elle a demandé à vous voir. » Le regard de mademoiselle Marple s'adoucit. Les gens ont souvent besoin d'absolution lorsqu'ils pensent que le jugement est passé. Ils marchèrent ensemble dans les rues étroites. L'aube n'était pas encore levée, mais le village s'animait. Les bruits domestiques discrets des bouilloires et des volets, le rythme ordinaire de la vie qui reprenait son cours alors même que le monde moral tremblait. À Faversham Manor, l'infirmière les fit entrer avec une expression de discrétion forcée. Madame Templeton était assise bien droite dans son lit, son teint pâle encadré par des draps, immaculé. Un léger sourire apparut lorsque mademoiselle Marple s'approcha, mais ses yeux trahissaient une fatigue et quelque chose qui s'apparentait dangereusement à du soulagement. « Vous êtes venu, » murmura-t-elle. « J'espérais que vous viendriez. » Mademoiselle Marple approcha une chaise. Il me semblait que le moment était propice à la conversation plutôt qu'au silence. Les mains de madame Templeton tordaient le bord de sa couverture. « Vous me considérez comme un monstre, bien sûr. L'inspecteur aussi. Et cette pauvre fille également. Je pense, dit doucement mademoiselle Marple, que la peur pousse plus de gens à la méchanceté que la malveillance ne pourrait jamais le faire. » La femme eut un petit rire sec et fragile. « Vous avez tout à fait raison. Tout cela n'était que de la peur, depuis le début. Lionel avait des lettres.
la preuve de ce maudit projet d'investissement. Le nom de mon défunt mari, la signature du colonel, la mienne. Il menaçait de nous dénoncer tous. Il nous aurait tous ruinés pour le plaisir. L'inspecteur Lake resta en retrait, laissant ses paroles tomber comme des pierres dans une eau calme. « Vous êtes allé au dîner en sachant qu'il avait l'intention de menacer le colonel ?» demanda mademoiselle Marple. « J'y suis allé pour faire la paix, ou du moins c'est ce que je croyais. J'ai emporté les lettres avec moi, dans l'espoir de le persuader de les détruire. Il a ri. Il a dit qu'il les montrerait après le dessert. J'en ai bien sûr parlé au colonel. Il a dit qu'il s'en occuperait. Mais je n'aurais jamais pensé. » Sa voix se brisa. Mademoiselle Marple la regarda fixement. « Et quand M. Groves a bu son café et est mort, vous avez pensé que le colonel avait agi, n'est-ce pas? Vous avez eu pitié de lui, peut-être même l'avez-vous admiré pour cela. » Des larmes lui montèrent aux yeux, mais ne coulèrent pas. Il était désespéré. Je l'ai vu sur son visage après coup. J'ai brûlé le reste des lettres cette nuit-là. Je pensais le protéger, mais peut-être ne faisais-je que me protéger moi-même. L'inspecteur Lake s'avança. « Et quand le colonel a été retrouvé mort ?» Son regard se fit distant. J'ai alors compris que ce n'était pas de la culpabilité. C'était une vengeance. Celui qui avait vraiment tué Lionel voulait également détruire le colonel. La voix de mademoiselle Marple resta calme. « Vous êtes certaine qu'il ne s'est pas suicidé? » Je connais le regard du désespoir, mademoiselle Marple. Ce n'était pas du désespoir, c'était du choc. Les mots restèrent suspendus entre eux, fragiles mais persuasifs. Mademoiselle Marple se leva. « Merci, ma chère. Vous m'avez dit exactement ce que j'avais besoin de savoir. » Elle et Lake quittèrent la pièce en silence. Dans le hall, il se tourna vers elle. « Vous ne croyez pas que son histoire s'arrête là? » « Non. Le colonel était trop fier pour se sentir coupable, trop attaché aux convenances pour paniquer. S'il est mort, c'est de la main de celui qui a empoisonné Lionel Groves. Seulement, maintenant, cette main tremble. » Ils sortirent. La lumière du matin commençait à dorer les haies, se reflétant sur les premières pétales de lilas, tombées et éparpillées sur le chemin. Mademoiselle Marple se baissa pour en ramasser un, le tournant entre ses doigts. « Vous voyez, inspecteur, la même fleur, sur le gant près de la rivière, sur le mouchoir sur les lieux du crime, et maintenant ici. Un signe de raffinement, certes, mais aussi la signature d'une habitude. Et les habitudes, comme je l'ai souvent observé, sont les aveux les plus sûrs. » Lake fronça les sourcils. « Vous voulez dire Madame Templeton? Elle a disposé ses propres symboles avec trop de soin. Les gens qui dissimulent leur culpabilité négligent généralement un détail. » « Alors qui ?» Le regard de mademoiselle Marple se posa sur le jardin du presbytère, où la silhouette d'Emily Faversham se détachait dans la lumière, arrosant les fleurs. « Dites-moi, inspecteur, quand la dévotion cesse-t-elle d'être une vertu? Quand elle commence à dissimuler les péchés d'autrui, peut-être. » Ils s'approchèrent silencieusement. Émilie leva les yeux, surprise mais calme. « Mademoiselle Marple, inspecteur Lake, j'étais juste en train d'arroser les lilas, » dit doucement mademoiselle Marple. « Une charmante habitude, mais plutôt dangereuse si les racines sont empoisonnées. » Émilie pâlit. « Que voulez-vous dire? »« Je veux dire, ma chère, que lorsqu'on cache une bouteille d'arsenic destinée à tuer les nuisibles sous la haie de lilas, on ne peut pas s'attendre à ce que la terre garde le secret éternellement. On ne peut pas non plus cacher la vérité qui pousse à côté. » Les yeux de Lake s'écarquillèrent, mais la voix de mademoiselle Marple resta calme, presque triste. « Vous aimiez votre oncle, et vous craigniez que madame Templeton ne le détruise. Vous avez vu la lettre, les menaces, les moqueries au dîner. Il vous a semblé juste d'agir avant que la ruine ne le frappe. Seulement, vous n'avez pas vu qu'une fois défendue, l'innocence devient tout autre chose.
Émilie recula d'un pas. « Non, non, je n'ai pas... » « Les gens ont rarement l'intention de tuer, » dit doucement mademoiselle Marple. « Ils ont seulement l'intention d'arrêter ce qui les effraie. Et une fois que c'est fait, le monde s'empresse de tout comprendre de travers, dans le bon ordre. Même Madame Templeton pensait qu'elle cachait son propre péché, alors qu'en réalité, elle cachait le vôtre. » La jeune fille vacilla, s'agrippant au bord de la clôture. Lake ne dit rien. L'air matinal tremblait de ce calme particulier qui accompagne les confessions avant qu'elles ne trouvent leurs mots. Puis Émilie murmura « Je n'ai jamais voulu. Il était cruel avec elle, avec mon oncle. Il se moquait de tout ce qui était décent. Je n'ai fait que mettre la poudre dans sa tasse. Je ne savais pas laquelle il prendrait. » Sa voix se brisa, puis se stabilisa avec un calme étrange. Quand j'ai réalisé ce que j'avais fait, il était trop tard. J'en ai parlé à Madame Templeton. Elle a promis de m'aider. Elle a dit que nous serions toutes les deux en sécurité. Mademoiselle Marple lui toucha doucement le bras. « Ma chère enfant, le silence n'apporte aucune sécurité. Il ne fait que retarder le pardon jusqu'à ce qu'il devienne trop lourd à porter. » Lake fit signe au policier qui attendait près du portail, mais son expression était troublée, presque protectrice. « Vous avez fait votre part, mademoiselle Marple. Elle sera traitée équitablement. » Mademoiselle Marple acquiesça. « La justice, inspecteur, est rarement clémente, mais la clémence sans vérité est pire que l'injustice. » Alors qu'il regardait la jeune fille être emmenée, un léger vent agita à nouveau la haie de lilas. Les pétales tombèrent doucement sur le gravier, telle une pluie silencieuse de souvenirs. Mademoiselle Marple resta longtemps debout, le regard lointain, la lumière du matin se reflétant sur ses cheveux argentés. Elle pensa, sans méchanceté, que dans des villages comme St. Mary Mead, la moralité ressemblait beaucoup à un jardin, soigneusement entretenu en public, mais plein de racines enfouies sous les fleurs. Et quelque part, dans ce mélange de parfums et de décomposition, se trouvait la véritable mesure de la bonté humaine. Non pas dans ce qui était fait, mais dans ce qui était caché. Le vent qui avait agité la haie de lilas s'était enfin calmé, et avec lui, le dernier mouvement de la matinée. Mademoiselle Marple resta près du portail, tandis que le policier conduisait Émilie Faversham vers la voiture de police qui attendait au-delà du parc. La jeune fille marchait avec la dignité incertaine de quelqu'un qui tente de faire la paix avec sa propre ruine. Les pétales de lilas s'accrochaient à son manteau, comme s'ils ne voulaient pas la laisser partir. Lorsque la voiture disparut au détour du virage, le village retrouva son silence. Non pas un soulagement, ni un choc, mais ce silence particulier qui suit lorsque la curiosité a enfin été satisfaite. Mademoiselle Marple l'écouta encore un instant avant de retourner vers son cottage. La cloche de l'église sonna 9h30. Chaque note semblait résonner différemment à présent, moins comme une invocation que comme une bénédiction sur ce qui ne pouvait être défait. L'inspecteur Lake marcha à ses côtés, le visage tendu, les mains enfoncées profondément dans les poches de son manteau. « C'est toujours la même chose, » dit-il doucement. « Les plus doux craquent les premiers. On pourrait penser que la culpabilité choisirait des épaules plus solides. »« Ah, mais la culpabilité est une créature délicate, » répondit mademoiselle Marple. « Elle préfère ceux qui la comprennent. Les insensibles dorment profondément, voyez-vous. Les sensibles, jamais. » Il acquiesça sans conviction. « Je rédigerai le rapport comme le suggère la clémence. Elle sera inculpée, mais pas sévèrement. La couronne est rarement cruelle lorsque les morts sont déjà pleurés par les vivants. » Mademoiselle Marple sourit faiblement. « La loi est très douée pour punir, inspecteur. Elle est moins douée pour pardonner. » Ils se séparèrent au carrefour où l'air sentait légèrement la pluie et quelque chose qui ressemblait à la paix. Mademoiselle Marple accéléra le pas en s'approchant du portail de son jardin.
La lumière du matin avait retrouvé sa teinte dorée habituelle, adoucissant tout ce qu'elle touchait. Les haies, les toits, même les scandales. À l'intérieur, son cottage était exactement comme elle l'avait laissé. Le tricot était soigneusement plié près de sa chaise, le plateau à thé intact, l'horloge en laiton tic-tacant avec sa patience habituelle. Elle ouvrit les rideaux et laissa entrer la lumière. Pour la première fois depuis plusieurs jours, elle ne ressentait pas le besoin de fermer quoi que ce soit. Sur son bureau se trouvait le bouton de manchette et la lettre déchirée. Des reliques désormais, pensa-t-elle, de vie qui avait trop cherché à paraître respectable. Elle les glissa dans une petite enveloppe, la scella soigneusement, et y écrivit de sa belle écriture inclinée. À remettre à l'inspecteur Lake. Pour la conscience, pas comme preuve. Elle la mit de côté. On frappa à la porte, doucement, avec hésitation. Madame Clement se tenait là, son chapeau de travers, le visage pâle de contrition. « Jane, je viens d'apprendre la nouvelle. Pauvre Émilie, j'ai du mal à y croire. Nous avons prié pour être guidés, et maintenant, cela semble presque cruel d'avoir reçu cette réponse. » Mademoiselle Marple la fit entrer. « La vérité arrive rarement en douceur, ma chère. Elle a tendance à traîner dans la boue avant de se stabiliser. » Madame Clement soupira et s'effondra dans un fauteuil. « Pensez-vous que le village oubliera un jour ?»« Oh, ils oublieront dans le sens pratique du terme, » dit mademoiselle Marple. « Ils oublient toujours. Après tout, oublier est une forme de bonne manière. Mais ils s'en souviendront d'autre façon, dans leur façon de parler de gentillesse ou dans leur hésitation avant de faire une remarque cruelle. C'est ainsi que les petits endroits préservent la moralité, non pas par des sermons, mais par le silence. » La femme du vicaire la regarda avec une sorte d'admiration triste. « Vous donnez l'impression que c'est presque rédempteur. »« C'est un peu le cas, » répondit mademoiselle Marple. « Même une tragédie, si on la comprend, peut s'intégrer parfaitement dans le schéma de la vie quotidienne. » Une ombre passa devant la porte. C'était à nouveau l'inspecteur Lake. « Excusez-moi de vous déranger, » dit-il en retirant son chapeau. « Je voulais vous remercier, mademoiselle Marple. Cela a été instructif. » Elle sourit. « L'instruction, inspecteur, n'est qu'une expérience dont on se souvient trop tard. Mais vous avez fait preuve d'une patience remarquable envers la nature humaine, ce qui est plus que ce que la plupart des détectives parviennent à faire. » Il eut l'air légèrement amusé. « Vous feriez vous-même un excellent inspecteur. Oh, Dieu m'en préserve. J'aime beaucoup trop le thé, le tricot et l'illusion que les gens sont meilleurs qu'ils ne le sont. » Cette remarque lui arracha un sourire, même si son regard resta grave. Cela ne vous lasse-t-il jamais? De voir à quel point la gentillesse et la cruauté sont souvent une seule et même chose, simplement présentées différemment. « Jamais, » répondit doucement mademoiselle Marple. « C'est un peu comme observer le temps. On ne peut pas le contrôler, mais on peut apprendre à reconnaître les nuages qui annoncent la pluie. » Après son départ, madame Clement s'attarda encore un moment, parlant des hymnes et du service religieux du dimanche suivant. Lorsqu'elle finit par partir, mademoiselle Marple se retrouva seule. Le silence qui emplissait désormais le cottage n'était pas un vide, mais un apaisement, le genre de calme qui n'appartient qu'aux endroits où la vérité a enfin été dite à haute voix. Elle se servit une nouvelle tasse de thé et ouvrit la fenêtre donnant sur le jardin. L'air sentait légèrement le lilas humide, même si la plupart des pétales étaient tombés. Elles jonchèrent le chemin comme une pâle confession écrite par la nature elle-même. Du cimetière lui parvenait le faible bruit du sacristain au travail, le bruit sourd de la bêche contre la terre, le lent réarrangement des fins dans l'ordre. C'était, pensa mademoiselle Marple, le son parfait pour St. Mary Mead, pratique, discret et tranquillement rédempteur. Elle but une gorgée de thé, le regard perdu au-delà de sa haie.
Un groupe d'enfants passa en riant, leurs voix légères et insouciantes. Ils grandiraient sans jamais savoir à quel point l'obscurité avait frôlé leurs portes. C'était là, supposait-elle, la véritable miséricorde de l'ignorance. Elle permettait à la génération suivante de commencer sans crainte. Son horloge sonna le quart d'heure. Elle se leva, redressa les fleurs sur sa table et reprit son tricot. Les aiguilles cliquetaient doucement, rétablissant un rythme familier. Le motif, net et symétrique, commença à apparaître. Un fil pâle sur une laine plus foncée, l'ordre rachetant le chaos. Tout en travaillant, elle leva les yeux vers le clocher de l'église qui brillait à travers sa fenêtre. L'air scintillait faiblement sous la lumière du soleil. Même les ombres semblaient honnêtes à présent. Mademoiselle Marple pensa, avec un petit sourire intérieur, que les êtres humains étaient très semblables à ces mailles. Quelques-unes tombées ici, quelques-unes trop serrées là, mais d'une manière ou d'une autre, le motif tenait toujours. Après tout, c'étaient les imperfections qui donnaient vie à l'ouvrage. Elle posa ses aiguilles un instant, les mains reposant légèrement sur la manche à moitié terminée. Le monde derrière sa fenêtre semblait à nouveau comme il l'avait toujours été, serein, ordonné, d'une innocence trompeuse. Mais elle, qui avait observé le climat moral pendant trop d'années, savait mieux que quiconque. Sous le calme, la vie fourmillait toujours de secrets. Sous les bonnes manières, les motivations changeaient comme des racines sous la terre. Pourtant, cette connaissance ne lui inspirait aucune amertume, seulement de l'acceptation. Mademoiselle Marple se pencha en arrière, le visage serein, une légère ombre de mélancolie dans les yeux. La bouilloire siffla doucement dans la cuisine. Dehors, un pétale de lilas flotta à travers la fenêtre ouverte et atterrit sur son tricot comme un point final. Elle l'écarta d'un geste en souriant.